Bonjour à tout le monde. Ce sera notre première vidéo dans cette chaîne, qui est en fait une chaîne dédiée à l'explication des différents aspects de la génétique. Et comme vidéo introductive, on va se focaliser aujourd'hui sur 5 aspects de base de la génétique. Ces 5 aspects, ce sont la définition de la génétique, les concepts fondamentaux en génétique, la dogme centrale de la biologie moléculaire, une introduction à la génétique mendélienne et finalement, on va terminer avec quelques branches de la génétique. Donc, tout d'abord, on doit commencer avec une définition concernant la génétique. Généralement, quand on entend parler de la génétique, au niveau de notre société, les gens souvent vulgarisent ce concept ou bien cette notion-là en la attribuant à l'ADN ou bien au test de parenté. En fait, ils ont raison, mais du point de vue scientifique, c'est pas exact et c'est pas bien précis. En fait, la génétique, pendant les premières études faites au niveau de la génétique, les gens ne savaient pas le concept de l'ADN, la notion d'un gène. Les gens seulement s'intéressaient à voir les différents motifs, les différents patrons de la transmission des caractères héréditaires des parents vers la descendance. Donc, comme définition, la génétique est la science qui étudie les gènes, l'hérédité et la variation des êtres vivants. Il explique comment les caractères comme la couleur des yeux ou certaines maladies sont transmis des parents aux enfants. Donc, on passe maintenant à ces images-là qui illustrent le concept de l'hérédité. Parce qu'on a dit que la génétique, il se focalise sur quoi? Il se focalise sur l'hérédité, la variation et la notion de gène. Donc, j'ai commencé avec ces images-là pour vous montrer la notion de l'hérédité. Comme vous voyez ici, on a une famille qui est constituée de 3 individus, un père, une mère et une fille. Si vous observez bien la couleur des cheveux de la fille, vous allez remarquer une ressemblance entre la couleur des cheveux de cette fille et celle de sa mère. On dit que le caractère a été hérité de la mère. Pour les oreilles, par exemple, dans ce cas, la fille a hérité la forme des oreilles de son père. Et pour les yeux, ils ont été hérités de la mère. On a aussi une arbre généalogique ou bien un pedigree. Ce sont des schémas qui illustrent la transmission des maladies. Il faut bien noter que même les maladies ont des origines génétiques et peuvent être transmises d'une génération à une autre.
Donc, comme vous pouvez voir au niveau de cette pedigree, ou bien cet arbre généalogique, on a deux types de formes. On a des carrés et des cercles. Les cercles, généralement, représentent les femelles. Et pour les carrés, ils représentent les mâles. Donc ici, on peut aussi remarquer qu'il y en a des carrés et des cercles qui sont colorés en bleu, et des carrés et des cercles qui sont colorés en blanc. Donc, à propos des carrés et des cercles qui sont colorés en bleu, euh, ces individus-là sont qualifiés d'avoir des maladies génétiques et peuvent transmettre ces maladies-là à leur descendance. Ici, dans ce slide-là, j'ai fait ces images-là pour vous parler de la notion de la variation. La variation, c'est tout simplement la diversité ou bien la variabilité qui existe au niveau de nos gènes ou bien de notre patrimoine génétique. La variation, elle est omniprésente. On peut la trouver dans une panoplie des espèces différentes, comme les animaux. Par exemple, dans cette image-là, qui représente ces 4 oiseaux, on peut qu'il y a une différence ou bien une variabilité au niveau de la taille des becs. Au niveau des virus, notamment le coronavirus, comme vous pouvez bien voir ici, il y en a plusieurs variantes. Ces variantes sont des résultats de la variation génétique, notamment alpha, bêta, gamma et delta, et même omicron. Ici, vous pouvez même observer qu'il y a une variation génétique au niveau de la race humaine, ou bien de l'espèce humaine. Cette variation génétique est généralement vulgarisée par la société. La notion de la variation génétique est vulgarisée par nos sociétés par une autre notion qui s'appelle la notion de la race ou bien des groupes ethniques. Et finalement, il y a aussi une variation au niveau des plantes. Donc, par exemple, vous avez des plantes qui ont des formes différentes de feuilles, qui ont des fleurs à couleurs différentes, qui ont des graines à aspect et couleurs différentes. Donc, ça a été un petit aperçu en ce qui concerne la variation génétique et ses différents niveaux. Donc, on va passer maintenant à expliquer quelques notions concernant les aspects fondamentaux ou bien les notions fondamentaux de la génétique. Commençons par définir l'ADN. L'ADN, c'est une macromolécule qui contient toute l'information génétique des entités biologiques. Elle est caractérisée par un aspect géométrique hélicoïdal, c'est-à-dire en double hélice ou bien en double brin. Elle est aussi composée de 4 bases azotées, A, T, C, G, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Un sucre à 5 carbones nommé le désoxyribose et un groupement phosphate. Passons à la notion de gène. Le gène, c'est un segment ou bien un fragment ou bien une partie de l'ADN qui contient les différentes instructions ou bien les différents renseignements
pour fabriquer quelque chose dans la cellule. Généralement, cette chose il s'agit d'une protéine. Et qui dit protéine, ça, ça peut même évoquer d'autres notions, comme la notion des hormones. La plupart des hormones, comme l'insuline, sont d'origine, sont de constitution protéique. Les récepteurs au niveau des surfaces cellulaires, les enzymes qui catalysent les voies métaboliques et les différentes réactions biochimiques, et les signaux cellulaires, comme l'exemple des cytokines. Les cytokines, ce sont généralement des substances ou bien des molécules protéiques qui sont impliquées au niveau de la communication cellulaire. Traitons maintenant la notion de l'allèle. L'allèle, tout simplement, c'est une version aux formes d'un gène. Personnellement, j'aime bien définir l'allèle comme la flaveur d'un gène. Par analogie, j'aime imaginer que le gène, c'est comme une glace. Et les allèles, ou bien les différentes formes de ces gènes-là, ce sont les flaveurs. C'est-à-dire, imaginons que le gène, il s'agit d'une glace. On peut trouver plusieurs flaveurs. Le chocolat, la flaveur, d'autres flaveurs comme le pistache, le chocolat, et même d'autres flaveurs. Par exemple, puisqu'on a dit que l'allèle s'agit d'une version bien en forme d'un gène, on va prendre l'exemple suivant des couleurs des yeux. On dit que la couleur des yeux possède plusieurs formes, comme les yeux noirs, les yeux verts et les yeux bleus. Dans les études génétiques ou bien les interprétations des croisements et des génotypes et des pédigrés, on désigne ces derniers par des lettres majuscules ou bien minuscules. Maintenant, passons à d'autres notions fondamentales au niveau de la génétique. Donc, passons à la notion de génotype, qui est la composition génétique d'un organisme, c'est-à-dire les différents allèles qu'un organisme peut posséder. Donc, généralement, on trouve deux types de génotypes. Les hétérozygotes, ou bien on les appelle aussi les hybrides, ce sont des organismes à composition allélique hétérogène, c'est-à-dire ils possèdent deux allèles différents, par exemple grand A, petit a. Et les homozygotes, c'est le cas contraire, il y a une homogénéité au niveau de la composition allélique, et par exemple chez un organisme diploïde, c'est-à-dire un organisme qui possède deux allèles comme chez l'homme, c'est-à-dire il possède deux versions pour le même gène, la composition allélique elle est homogène, c'est-à-dire comme par exemple grand A ou bien petit a, petit a. Pour le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables d'un organisme, c'est-à-dire ce sont les différents caractères héréditaires qu'on observe à l'œil nu, comme la taille, le groupe sanguin et la couleur des yeux. Et le génome, c'est l'ensemble de matériel génétique de l'organisme, c'est-à-dire c'est la garniture génétique entière, y compris les gènes et les régions non codantes. Les gènes, donc, comme j'ai déjà dit, les gènes sont des parties ou bien des régions de l'ADN qui ont la capacité ou bien la faculté de synthétiser les protéines pour assurer le fonctionnement des cellules. Mais aussi au niveau du génome, on peut trouver des régions non codantes qui ont d'autres rôles, comme la régulation de l'expression génétique, la régulation des facteurs de transcription et plusieurs d'autres rôles qui ne sont pas pertinents
à la synthèse des protéines. Si vous voulez, je pourrais bien développer ce concept de région non codon au niveau d'autres vidéos prochaines. Donc ici, on va terminer les notions fondamentales de la génétique avec le concept du chromosome, qui est un concept très important, surtout au niveau de la génétique mendélienne. Le chromosome est une structure organisée composée d'ADN associé à des protéines. Et bien évidemment, il porte l'information génétique puisque le chromosome lui-même, c'est une forme d'ADN, c'est de l'ADN condensé. Il faut imaginer l'ADN comme des spaghettis et le chromosome, c'est comme c'est du spaghetti qui est enroulé au niveau d'une fourchette. Et pourquoi on doit condenser ou bien compacter cet ADN-là? Parce que il faut bien savoir que l'ADN possède une longueur de 2 mètres, ce qui est impossible, ce qui est une longueur qui est impossible d'être stockée au niveau de nos cellules. Donc, on doit avoir des mécanismes ou bien une structure ou bien une architecture qui va nous permettre de stocker cet ADN au niveau à l'intérieur de nos cellules. Et généralement, chez l'homme, on distingue 23 paires, c'est-à-dire 46 chromosomes au total. Cette structure est trouvée seulement chez les eucaryotes. Les prokaryotes, comme les bactéries, ne possèdent pas de chromosomes. Ils possèdent une autre structure qui s'appelle le nucléoïde. Si vous voulez, on peut aussi bien développer cette notion au niveau de la génétique des prokaryotes. Cette structure, comme je viens de citer, il est seulement présent chez les eucaryotes, c'est-à-dire ce sont des cellules qui possèdent un vrai noyau enveloppé. Donc on passe à la slide suivante. Donc ici, on a le concept de la dogme centrale de la biologie moléculaire. Donc, la biologie moléculaire est composée de 3 compartiments: l'ADN, l'ARN messager et la protéine. L'ADN, c'est comme le manuel. C'est celui qui donne les instructions pour fabriquer les protéines. L'ARN messager, qui est le résultat de la transcription, c'est tout simplement, pour banaliser les choses, c'est une copie de l'ADN ou bien une autre version de l'ADN qui porte les mêmes instructions. Et finalement, le produit final de la dogme centrale, qui est abouti par le phénomène de la traduction, c'est la protéine. Et la protéine, c'est elle qui est responsable de la manifestation des phénotypes, c'est-à-dire des caractères. Il faut bien aussi noter que ce concept de la dogme centrale possède plusieurs exceptions et aussi il peut servir plusieurs modifications, notamment les mutations qui peuvent soit détériorer ou bien améliorer la qualité des protéines, d'où la qualité de phénotype. Passons maintenant aux différentes lois de Mendel, et Mendel est le père de la génétique. Et il a établi 3
trois règles fondamentales où il va expliquer, qui explique les différents motifs ou bien les différents patrons ou bien les différentes manières par lesquelles les gènes sont transmis d'une génération à l'autre. On distingue trois lois. La loi de l'uniformité de la F1, la loi de la ségrégation 3.1 et la loi de l'assortiment indépendant. On va développer ces lois dans les prochains slides. Donc, pour commencer, on va parler de la première loi de Mendel. C'est une loi qui stipule que le croisement entre deux races pures, c'est quoi une race pure? Une race pure, ce sont des homozygotes, c'est-à-dire ce sont des individus dont le génotype possède des allèles identiques, aboutit à une F1. La F1, c'est la descendance, ou bien vous pouvez même trouver dans des livres, c'est la filiation, c'est-à-dire ce sont les enfants qui seront aboutis par ce croisement. Donc la F1, elle est 100% uniforme, c'est-à-dire les frères et les sœurs au niveau de cette F1, ils possèdent tous le même phénotype, le même caractère. Et ils sont, tous ces frères et sœurs sont hétérozygotes, ils sont des hybrides, c'est-à-dire tous ces frères et sœurs pour un gène donné sont hétérozygotes, c'est-à-dire ils possèdent des allèles différents, une architecture allélique hétérogène. Cas de figure, soit le croisement entre une plante à fleurs violettes et génotype grand P, c'est-à-dire race pure, croisée avec une autre plante à fleurs blanches petit p, avec grand P l'allèle dominant, c'est-à-dire il domine le petit p. Donc ici on peut conclure que la descendance va avoir un phénotype dont les couleurs des fleurs sont violettes. Et du point génotypique, ils seront hétérozygotes ou bien hybrides. Passons à la deuxième loi de Mendel, qui suggère que deux allèles de même gène se séparent lors de la formation des gamètes. Cette loi est aussi connue par la notion des gamètes purs, c'est-à-dire chaque gamète lors de la division cellulaire qui fabrique ou bien qui forme les gamètes, on va aboutir à des gamètes qui possèdent un seul type d'allèle. Pour bien comprendre, je vous présente l'exemple suivant. Les fleurs qu'on a obtenues au niveau de la F1, c'est-à-dire les fleurs hétérozygotes violettes qu'on vient de discuter, possèdent un génotype grand P petit p et peuvent produire deux types de gamètes. Des gamètes qui possèdent seulement un allèle grand P et des gamètes qui possèdent seulement l'allèle petit p. Ça se déroule pendant la méiose, c'est-à-dire c'est une division cellulaire qui synthétise les gamètes. Donc avec une probabilité de 50% chacun. Si ces derniers, ces hybrides ou bien ces hétérozygotes de la F1 se croisent, on obtiendra le tableau suivant. Donc je vais vous rappeler je vais faire un petit rappel en ce qui concerne le premier croisement. Donc premièrement, au niveau de la génération parentale, on a croisé un homozygote pour la couleur violette et un homozygote pour la couleur blanche. Et dans la F1, vous avez obtenu des hybrides, des hétérozygotes, mais la couleur dominante, c'est la couleur
violette. Si ces F1 se croisent entre eux, c'est-à-dire un grand, un grand P petit p avec un grand P petit p, chaque parent va donner 50% de gamètes grande P, un demi P, grande P et 50% des gamètes petit p. Si on organise ça au niveau d'un échiquier ou bien un tableau de croisement, la contribution ou bien les combinaisons entre les deux gamètes des deux parents hétérozygotes va contribuer à une fleur violette dont le génotype est homozygote grande P, deux fleurs violettes mais dont le génotype est hétérozygote et une fleur homozygote mais elle est blanche et en général vous allez obtenir un ratio de type 3:1. C'est pour cela qu'on appelle ce type de ségrégation une ségrégation de type 3:1. Avec 3 désigne le nombre de phénotypes violets. C'est-à-dire au niveau de ce tableau, vous avez obtenu 3 fleurs violettes parmi 4 fleurs. Et au niveau pour le ratio ou bien le rapport phénotypique 1 sur quart, il désigne le nombre ou bien la probabilité d'avoir des fleurs blanches. Donc si on traduit ces données-là par des pourcentages, on va avoir 75% de la descendance de la F1, c'est-à-dire les F2, ils vont posséder, ils vont être, ils vont avoir deux types de phénotypes, 75% violet et 25% blanche. Donc il y a une hétérogénéité au niveau de la descendance, de point de vue phénotype et génotype. Et généralement, les fréquences dominantes, ce sont ceux des fleurs violettes. Donc les fleurs violettes sont majoritaires par rapport aux fleurs blanches parce que les fleurs violettes représentent 75% de la descendance. En revanche, les fleurs blanches représentent seulement un quart ou bien 25%. Passons maintenant à la troisième loi de Mendel qui stipule que les allèles de gènes différents se distribuent indépendamment les uns des autres lors de la formation des gamètes. Pour simplifier les choses, on va étudier deux caractères, c'est-à-dire deux gènes, chez le petit pois. On va se focaliser sur le gène qui est responsable de la couleur et celui de la forme des petits pois. Donc pour la couleur, on distingue deux types d'allèles, l'allèle Y, grand Y pour la couleur jaune, petit Y pour la couleur verte. Avec Y, grand Y domine petit Y. Donc le jaune est dominant pour la couleur. Pour la forme, on a deux formes arrondies et régulières. Le grand R, c'est la forme arrondie, c'est le caractère dominant. En revanche, le petit r qui désigne la forme est régulière, elle est récessive par rapport à la forme arrondie. Et chaque parent va produire 4 combinaisons ou bien 4 permutations gamétiques avec la même probabilité. C'est-à-dire
chaque parent, lors, euh, lors d'un croisement qui implique deux gènes, avec deux parents hétérozygotes pour chaque gène, pour chaque caractère, il a la possibilité de produire 4 catégories gamétiques, ou bien 4 combinaisons ou permutations gamétiques, et avec la même probabilité, 25% chacun. On va bien développer ça au niveau de la slide prochaine. Donc, comme vous voyez ici, on a dans la génération P les parents homozygotes, c'est-à-dire les races pures qui vont donner la F1. Ils donnent une F1 qui est hétérozygote. Quand cette F1 se croise entre elles-mêmes, il va aboutir à 4 catégories au niveau de la F2. On va obtenir quoi? On va obtenir des petits pois jaunes et et avec une forme arrondie, des petits pois verts avec une forme arrondie, et des petits pois jaunes avec une forme irrégulière, et des petits pois verts avec une forme irrégulière. Du point de vue rapport phénotypique, on obtient un rapport de 9-3-3-1 avec les doubles dominants, c'est-à-dire les dominants pour les deux gènes, ou bien les deux caractères, sont majoritaires, et les doubles récessifs sont minoritaires. Et pour les dominants pour le premier caractère et récessif pour le deuxième caractère, ou bien l'inverse, c'est-à-dire le récessif pour le premier caractère et le dominant pour le deuxième caractère, ils sont qualifiés comme type recombiné et à proportion moyenne. Donc ici, pour terminer, je vais vous parler sur les différents domaines, ou bien plutôt spécialités ou branches de la génétique. Généralement, ces branches-là, je vais les développer dans des vidéos prochaines, surtout tout ce qui concerne la génétique des populations et la génétique moléculaire. Donc, comme introduction, la génétique des populations étudie la variation génétique. C'est-à-dire, comme j'ai bien dit au niveau de cette vidéo, ou plutôt au niveau des premiers slides de cette vidéo, que la variation génétique désigne la variabilité et la diversité au niveau du génome, au niveau du matériel génétique, au niveau des séquences de nucléotides. Donc, il va étudier la variation génétique sous l'influence des forces évolutives. C'est-à-dire, la variation génétique, elle est soumise à une pression par des mécanismes évolutifs comme la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. Passons à la génétique moléculaire et l'étude des mutations. C'est l'étude des mutations. Les mutations sont tout simplement des modifications au niveau de la séquence de l'ADN. Des mécanismes de régulation, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'expression des gènes ne se fait pas toujours, ne se fait pas tout le temps. La régulation dépend de facteurs environnementaux et de facteurs de stress et plusieurs autres facteurs. Et aussi, il se focalise sur l'étude de la réplication et la transcription de l'ADN. Passons à la génétique quantitative.
La génétique quantitative, c'est tout simplement, pour simplifier les choses, c'est comme un mélange entre la génétique et la statistique. Donc, il désigne les études statistiques des caractères polygéniques. Les caractères polygéniques, ce sont des caractères qui sont contrôlés, un seul caractère, par exemple, qui est contrôlé par plusieurs gènes. Par exemple, le cas le plus connu, c'est la couleur des yeux. La couleur des yeux est contrôlée par environ 20 gènes. Et les caractères continus, il étudie même les caractères continus, c'est-à-dire les caractères continus, ce sont des caractères qu'on peut représenter au niveau d'un spectre ou bien au niveau d'un intervalle, comme la couleur des yeux. Et il peut être représenté au niveau, par des intervalles. Et on va voir l'influence ou bien les mécanismes ou bien les facteurs environnementaux qui peuvent influencer ces caractères polygéniques et continus. Et finalement, on va parler de l'épigénétique, qui est l'étude des modifications qui n'impliquent pas l'altération de la séquence de l'ADN. Donc, ce sont des études qui concernent des modifications sans l'altération de modification de l'expression génétique, sans l'altération de la séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutation, néanmoins, on peut obtenir des phénotypes ou bien des activités, ou bien l'activité au niveau de l'expression génétique, ils peuvent être altérés. Malgré ça, si on fait un séquençage, le séquençage tout simplement, c'est la lecture des bases azotées de l'ADN. C'est-à-dire, si on fait une lecture des bases azotées de l'ADN, on ne va pas trouver des changements ou bien des modifications causées par des mutations, mais plutôt on peut trouver d'autres types de modifications qui sont généralement liées à des facteurs environnementaux, des facteurs de stress, des facteurs de mode de vie. Par exemple, l'exemple le plus connu, la méthylation des brins d'ADN. C'est-à-dire, vous pouvez trouver au niveau de l'ADN des marqueurs de méthyle, c'est-à-dire des groupements de CH3 qui vont se fixer sur les brins d'ADN et ils peuvent soit bloquer l'expression, soit l'activer. Ça dépend. L'épigénétique aussi se focalise sur les mécanismes de la reprogrammation génétique, c'est-à-dire que quelquefois, et surtout chez les plantes, les facteurs ou bien les mécanismes épigénétiques peuvent permettre à la cellule d'acquérir un profil ou bien un statut cellulaire différent à celui différent au statut originel. Et comme ça, on a terminé notre vidéo introductive et j'espère que vous avez saisi bien ces concepts de base. Et Inch'Allah, je vais lancer d'autres vidéos où on va s'approfondir dans la génétique. Et merci pour votre attention.